j'ai participé à des groupes de travail sur les 9-12 à la Fédé, il y a une quinzaine d'années, mais à l'époque, c'est quelque chose qui m'avait... l'angle d'attaque qu'ils avaient sur les 9-12, là, parce que ça s'appelait 9-12 à l'époque, moi, il m'intéressait beaucoup parce qu'il changeait un petit peu des démarches qu'on voyait traditionnellement. Et puis, ça m'avait aussi intéressé parce que je pensais qu'il y avait des choses à transférer de leur approche fédérale 9-12 au travail qu'on peut mettre en place sur les entraînements adultes. Alors qu'à l'époque, c'était une hérésie de dire ça, de dire que les petits, ils s'entraînent comme des petits et les grands, ils s'entraînent comme des grands. Et il n'y a pas de barrière, il n'y a que des barrières entre les deux, il n'y a pas de lien entre les deux. D'accord ? Et en fait, moi, ce qui m'intéressait dans les travaux fédéraux, 9-12, c'était qu'on pouvait mettre en place des liens entre l'activité du handballeur jeune et l'activité du handballeur adulte, voire l'activité du handballeur expert. Parallèlement à ça, et depuis quelques années, je suis entraîneur pro à Sarrebourg sur une équipe de Pro League. Et en fait, je rencontre des problématiques avec des joueurs de Pro League qui peuvent sembler assez proches que celles que pourraient rencontrer des joueurs entre 9 et 11 ans. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est la passe de croisée. La passe de croisée, c'est une passe qui nécessite, pour être efficace, plusieurs choses. En particulier, au niveau tactique, il faut que le croisé se passe à une proximité raisonnable de la défense, sinon ça ne sert strictement à rien. On voit qu'il y a des équipes qui croisent à 14 mètres, alors que la défense est à 8 mètres 50, ça ne sert à rien. Et ça nécessite, donc plus on se rapproche de la défense, plus ça nécessite une finesse motrice et une finesse technique pour mettre en œuvre efficacement cette passe de croisée. Et du coup, moi, ça m'a amené à réfléchir aux liens qu'on peut faire entre l'activité tactique d'une manière générale, d'accord ? Qu'est-ce qu'on décide de faire, qu'est-ce qu'on veut provoquer chez l'adversaire avec cette passe de croisée, et la réalisation motrice. Pourquoi ? Parce que bien souvent, avec les joueurs de l'équipe Pro League, ce qui faisait que le truc ne marchait pas, c'est plutôt la réalisation motrice que, on va dire, l'intention tactique, quoi. D'accord ? Et alors, la passe de croisée, c'est pas quelque chose que je vais illustrer ici, peut-être dans le deuxième exercice, mais il y a un exemple qui est un peu plus parlant pour moi, et qui peut-être peut l'être un peu plus pour vous, c'est ce qu'on appelle les retours de flottement. C'est ce que j'ai mis ici sur la première diapo. J'ai vu que Benjamin intervenait tout à l'heure sur le tir en appui et qu'il avait intitulé son intervention le tir en appui, un préalable à l'enchaînement en attaque. Donc, moi, je pense que le retour de flottement au niveau individuel, c'est une condition importante à la construction d'une défense de zone. Alors, chez les pros, nous, on défend plutôt sur une 0,6 zone, bloc A4, et on a ces problèmes-là de retour de flottement individuel. Alors, ils sont d'ordre multiple, ils sont d'ordre tactique. Quand est-ce que je vais revenir du flottement? D'accord? Mais ils sont surtout d'ordre moteur. C'est-à-dire que le problème que je rencontre beaucoup avec les joueurs pro, et que je pense qu'on va pouvoir mettre en évidence ici, c'est comment je me déplace au niveau de mes jambes pour pouvoir être efficace dans mon retour de flottement. Et je sais que moi, un truc qu'on m'a appris quand j'étais gosse, quand je jouais au handball au début, c'est que tous mes déplacements défensifs, il fallait que je les fasse en pas chassé. Alors je vais doucement parce que j'ai peur de faire tomber le truc. Et ça, je trouve que c'est une hérésie. C'est-à-dire que si on veut être efficace dans ces déplacements défensifs, les pas chassés, c'est quelque chose qui ne va pas me permettre de revenir vite et qui ne va pas me permettre de revenir ancré et prêt à agir dans le sol quand je vais revenir. Donc on va voir dans le premier exercice que je mettrai en place qu'il y a des modalités de déplacement défensif au niveau moteur qu'on peut travailler avec les enfants ou qu'on peut travailler avec des adultes, qui plus est des adultes experts, qui vont leur permettre, en ce qui concerne l'équipe de Sarrebourg, d'être plus efficace dans les retours de flottement et de pouvoir mieux travailler sur ma 0,6 zone. Alors ça concerne les postes 2, les postes 5, sur la 0,6, poste 1, poste 6. Ça concerne le poste 3 bas sur toutes les défenses étagées, type 3 de 1 ou 1 5 zone. Il y a un besoin de travail au niveau moteur là-dessus, qui va compléter
le travail tactique, le travail perceptif et décisionnel, hein, excusez-moi pour dire, si je dis des gros mots, qui va consister à savoir quand est-ce que j'effectue mon retour de flottement ou pas. Mais savoir quand est-ce que je l'effectue, c'est très bien. Si au niveau moteur, je suis incapable de courir sur plus de 2 mètres sans me casser la gueule, bah, je vais avoir des soucis. Et donc, par rapport à ça, la problématique que je développe, alors je vais avancer sur la diapo, vous m'excuserez, je vais mettre tout ce que je viens de vous dire, c'est affiché là, d'accord. Donc il y a une activité tactique, il y a de l'activité motrice, les deux entretiennent des relations, et la question que je me pose par rapport à ça, c'est tous les déplacements défensifs chez les petits, comment on peut les travailler pour que ça serve aussi à la construction défensive chez les petits, d'accord. Et du coup, après, je me suis amusé à faire d'autres parallèles en me disant, ben voilà, chez les petits, la passe, le dribble, ce sont autant d'éléments techniques qui vont me servir à bien gérer certaines situations tactiques, d'accord. Et la question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est comment on travaille la passe avec les gosses, le dribble avec les gosses, pour que ce travail-là nous serve après dans les situations où on va mettre plus l'accent sur le perceptif et décisionnel. Est-ce que, en gros, est-ce qu'on est sur une problématique où, grand 1, on fait de l'athlétisme, grand 2, on fait de la manipulation de ballon, et grand 3, on fait des mises en situation tactique, ils jouent à effectif réduit, d'accord? Ou est-ce qu'on a une autre démarche? Et ça, c'est l'objet de mon intervention, et en essayant de vous montrer qu'on peut créer des liens plutôt que séparer ces 3 domaines d'intervention. Hein, la motricité, l'activité technique et l'activité tactique. Alors je me suis posé des questions sur les déplacements défensifs, la passe, et puis sur le tir. Parce que la finalité de l'activité, pourquoi ces gamins ils viennent là? Eh bien ils viennent pour marquer des buts, ils viennent pour tirer, etc. Et dans l'apprentissage du tir, est-ce que le tir c'est juste un geste moteur qu'on apprend? En gros, on met contre le mur et puis on... Voilà. Ou est-ce que c'est une interaction qu'on gère avec le gardien de but et comment on la gère? Voilà. Sachant que ces questions-là, je me les suis posées quand j'entraînais des petits, et je me les pose encore, et je vous invite à vous les poser, c'est l'objet de mon intervention, quand on entraîne des pros. Moi, j'ai les mêmes problèmes, en gros, j'ai le même type de problème avec des pros que j'avais avec des petits. D'accord? Alors, je caricature pas. Non, je caricature pas. Alors, avant de commencer, en fait, je vais aller assez vite sur les trucs. En fait, pourquoi? Parce que quand on réfléchit à dans quel environnement on joue au handball, ben c'est sûr que l'environnement dans lequel on joue, il y a plus d'inconstance dans l'environnement. L'environnement, il est fluctuant, on va dire, il est plus flou que stable. Et donc, à partir de là, il faut qu'on prenne en compte dans notre façon d'intervenir auprès des jeunes et dans ce qu'on construit, la gestion de cette inconstance de l'environnement, le fait que l'environnement soit assez fluctuant. D'accord? Et donc par rapport à ça, si on veut apprendre à performer, il faut répondre à la question comment on apprend à s'adapter à ces exigences d'inconstance. En gros, quand on fait de l'athlétisme, l'environnement il est stable. Vous avez un chrono, vous avez une piste, vous avez des couloirs. Et le mec, il faut qu'il confronte sa performance à un chronomètre. Nous, au handball, quand on joue au handball, les éléments stables, c'est les lignes, les buts, le règlement, le nombre de joueurs, la taille du ballon, etc. Ça, c'est stable, ça ne bouge pas. Mais par contre, quand on joue, et ça, c'est le plus important, eh bien, les adversaires vont faire des trucs que nous, on peut difficilement prévoir, ou sur lesquels on va essayer qu'on va essayer de prévoir pour pouvoir jouer, etc. Mais ces adversaires-là, ils ne vont pas faire des trucs qui sont prévus sur une feuille de A à Z. D'accord? Et c'est parce que dans l'activité, il y a ça, il y a le fait que ça fluctue, qu'il faut que dans ma façon de faire apprendre les choses aux gens, j'insiste beaucoup là-dessus. D'accord? Et donc, pareil, le mec qui fait un enchaînement en barre asymétrique, en gym, il n'y a pas un gars en dessous des barres asymétriques qui bouge les barres pendant qu'il est en train de faire son enchaînement. Hein, sinon, il se casserait la gueule et puis ce serait pas... La gym, c'est fixé, la clé, c'est fixé. Le handball, l'environnement, il est fluctuant. D'accord? Et ça, c'est un truc qu'il faut à tout prix qu'on se mette dans la tête quand on réfléchit sur les contenus.
D'accord? Voilà. Alors je vais avancer un petit peu. Et pour répondre à ces questions-là, il y a deux approches en gros. La première approche, c'est d'avoir un truc que moi j'ai vécu et qu'on a tous vécu ici. Ce que je vous disais tout à l'heure, grand 1, on apprend la motricité, grand 2, on apprend la technique, et grand 3, on apprend la tactique. Et quand on fait de la motricité, on apprend à courir, sauter, lancer, attraper, on fait de l'athlé et de l'agile. On a tous entendu qu'il fallait faire de l'athlé pour faire du handball. Alors c'est peut-être vrai, mais peut-être qu'on peut faire autre chose en termes de motricité que juste de l'athlé. Exemple, courir vite avec un ballon, bah, c'est pas suffisant pour moi au niveau moteur. Quand on réfléchit un peu à ce qu'il faut faire pour être efficace dans la course avec le ballon, c'est des petites courses sur des distances courtes sur lesquelles on va accélérer, freiner en changeant de direction et en ayant de la dissociation au bas pour attraper des ballons pour dribbler. Bah là on n'est plus dans l'athlé. On est passé à courir vite, de courir vite avec le ballon à une motricité spécifique du handballeur ballon 1. D'accord? Qui est basée sur le fait que l'environnement fluctuant fait qu'à certains moments, je dois courir très vite, je dois freiner, je dois changer de direction, etc. D'accord? Et si j'ai cette réflexion sur la motricité et que je fais de la motricité handball, je vais plutôt la faire comme ça que de faire le dribble aussi. Le dribble, on a tous fait des parcours de dribble. D'accord? Et les parcours de dribble, le seul intérêt, c'est qu'à un moment, le ballon est en contact avec la main. Mais vous verrez jamais un joueur sur un terrain de handball se mettre à dribbler comme ça s'il n'y a personne devant lui. Ou alors, bah, voilà quoi. Par contre, vous verrez des gamins être dans des dribbles d'attente, vous verrez des gamins être dans des dribbles de cadrage, vous verrez des gamins être dans des dribbles de contournement, vous verrez des gamins être dans des dribbles d'évitement. Et donc si on réfléchit sur la technique du dribble, eh bien on arrête les parcours de dribble. On fait autre chose pour que, au niveau technique ou au niveau moteur, on soit plutôt dans des dribbles, je disais, d'attente, de cadrage, d'évitement, de débordement. D'accord? On référence la motricité à l'activité. D'accord? Ça, c'est très important. La passe au handball, on a tous appris à faire des passes en se mettant là, et puis on faisait des passes. Voilà, on faisait des passes. Moi, je le fais, hein, Sarbo. Mais c'est le préparateur physique qui me dit qu'il faut que je le fasse pour que les mecs ils mobilisent l'épaule. Et il me dit pas c'est pour faire des passes. Il dit c'est pour mobiliser l'épaule. D'accord? Quand on fait des passes au handball, la plupart du temps, il y a un mec qui s'appelle un défenseur qui essaye de nous piquer la passe. Et du coup, ça va inclure une motricité dans la passe qui n'est pas la même que celle que j'apprends là. À lever le coude, etc. Donc on référence à chaque fois la technique, la motricité, aux impératifs tactiques de l'activité. D'accord? Voilà. Et donc l'objet de mon intervention, c'est de vous montrer comment on peut, à travers 2 ou 3 exercices, mettre en place des liens entre l'activité motrice et l'activité tactique du joueur. Sans séparer les choses. Sans séparer les choses. Parce que je pense pour ma part que cette approche où on va faire de la motricité, de la technique et de la tactique, elle n'est pas utile à l'apprentissage. Le mieux, c'est quand même d'avoir une approche qui crée des liens entre les différentes choses, plutôt que de séparer les choses. D'accord? Voilà. En gros, pour ce que j'avais... alors j'avais d'autres choses à vous présenter, mais si vous avez des questions après les exercices, on pourra peut-être s'appuyer sur les autres diapos. Ce que je vous propose maintenant, c'est que je mette en place un premier exercice qui va... Cet exercice-là, il va mettre en avant 2 choses. Il va mettre en avant que pour bien défendre en handball individuellement, il faut comprendre que mes jambes doivent servir à une chose et mes bras doivent servir à une autre chose, qui est complètement différente. Mes jambes, elles doivent me servir à me déplacer pour empêcher mon adversaire de se déplacer le plus possible. D'accord? Et mes bras doivent servir à empêcher le plus possible le déplacement du ballon. Si vous réfléchissez un petit peu, nous on est complètement dans le contraire. C'est-à-dire que nos bras servent à empêcher les attaquants de se déplacer et nos jambes servent à courir après le ballon. Alors que dans la logique tactique et
de l'activité, bah, c'est plutôt utiliser ses jambes pour rester en face du défenseur, l'empêcher de se déplacer et les bras. Ça évite tous les problèmes du type attraper. Il faut savoir une chose, c'est qu'on est des attrapeurs, les êtres humains. On aime bien attraper les choses. Et donc au handball, on attrape les défenseurs. Et quand on attrape les défenseurs, on fait des fautes. Et quand on fait des fautes, on rend la balle à l'attaque. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire de fautes. Il faut faire des fautes. À certains moments, il faut arrêter la circulation du ballon. Je suis le premier à travailler les montées inversées avec mon équipe de Pro League pour arrêter les ballons quand ça va trop vite. Par contre, chez les gamins, apprendre à attraper systématiquement, c'est quelque chose qui, moi, me pose problème. Parce que on va les centrer sur d'autres repères que pour gérer la distance de combat, par exemple. C'est-à-dire, on va avoir des gamins qui sont constamment à bout de bras, comme ça, et qui, plus tard, ne vont pas pouvoir défendre parce que ça va aller tellement vite ici, qu'en étant à bout de bras, ils vont se faire prendre dans les croisés, dans les choses comme ça. Les jambes servent à empêcher les déplacements des joueurs. Les bras servent à empêcher les déplacements du ballon. Donc ce premier exercice-là, il va mettre ça en avant. Alors pour l'animation moins de 11, on va dire, je vais essayer de le faire arbitrer par les gamins. Alors j'ai 4 sifflets, il risque d'y avoir des coups de sifflet un peu dans tous les sens, mais vous comprendrez en voyant l'exercice qu'il faut qu'il soit arbitré par les enfants eux-mêmes. D'accord? Donc je vais mettre en place cet exercice-là, après je l'arrêterai. Je vais essayer de l'animer pour qu'on voit apparaître ce qu'on cherche à voir apparaître, c'est-à-dire des déplacements défensifs. Et puis après on passera à un autre exercice et éventuellement peut-être là encore un. Voilà. Ok. On va... L'idéal, ce qui serait super, c'est de juste bouger l'écran mais pas l'ordi. Ouais, non. Juste on veut. Ouais. Il faut surtout pas toucher moi. Faut pas toucher non plus. Je vais commencer parce qu'ils vont être prêts, ils vont être cuits. Ouais. Ok, merci. Merci, c'est gentil. Merci. Allez. Ça va, vous êtes bien chaud? D'accord. Ok. Alors on va faire. Merci. Ouais, ça va, c'est gentil. Alors on va essayer de faire 3 exercices. D'accord. Le premier exercice, c'est plutôt un exercice individuel de 1 contre 1, attaquant-défenseur. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous, il y en a qui sont déjà gardiens de but? T'es déjà gardien, toi, à ton âge? D'accord. Sinon, ce qu'on peut faire, il peut y avoir des gardiens dans l'exercice. D'accord. Si vous voulez qu'il y ait des gardiens, donc on peut mettre un gardien là-bas et un gardien là. Mais ce serait bien que tu ne sois pas tout le temps dans le but. D'accord, que tu sois un peu gardien. Voilà. Et puis après que tu sois. Et puis là, on en mettra un deuxième. D'accord. Et on les changera. Okay. Alors, je vous montre atelier, vous voyez, il y a des plots là, il y a des plots là, il y a des plots là, et il y a des plots là. Je vous montre sur un, comme ça, d'accord, et après on le met en place sur les 4. Ça marche? Alors, ici, il va me falloir un défenseur, hop, désigner défenseur, et lui, il va se mettre là, regarde par là, et hop, par là. Et en fait, vous allez arriver ici avec des ballons, un par un. Et pour gagner, il faut que vous passiez avec le ballon dribblé dans une des 2 portes qui sont là, celle-là et celle-là. D'accord? Elles sont facilement reconnaissables parce qu'elles sont plus petites et il y a un espace un peu plus grand au milieu. Ça marche? Donc en fait, je vais arriver avec mon ballon ici, puis lui, il va essayer de m'empêcher de passer. D'accord? Je vais arriver ici, je vais essayer de passer, et lui, il va essayer de m'empêcher de passer. Sauf que, il faut qu'il fasse, il faut qu'on respecte les règles du jeu. Les règles du jeu pour l'attaquant, c'est quoi? S'il doit passer là, comme ça, avec les trucs. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire? Vous savez ça? Oui, il fait un contrat, ça on est d'accord, mais dans les règles du jeu. Ouais. Alors il n'y a pas le droit de faire de reprise de dribble. Donc il n'y a pas le droit d'arrêter, dribble et de repartir le dribble. D'accord? C'est. Ok, marché. Autre truc. Parce que autre truc, un autre truc. Pied si vous voulez. Il peut se déplacer en faisant 2 fois 3 pas, si tu veux. Et le défenseur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut taper dans la balle pour intercepter. Comment il fait pour taper dans la balle pour intercepter? Alors attends, ouais. Refais le geste que tu as fait là. Lui, il fait comme ça. On est d'accord? Et s'il fait comme ça, c'est pareil que s'il fait comme ça? Alors s'il fait comme ça, ouais.
Et ben voilà, s'il fait comme ça, il va faire une faute parce qu'il tape la main. Donc quand on veut voler le ballon dans le dribble à quelqu'un, on balaye avec sa main comme ça. Parce que si on balaye avec sa main comme ça, si on tape avec sa main, on fait une faute. D'accord? Donc il va essayer, en même temps qu'il va fermer les deux portes, il va essayer de voler le ballon. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire aussi à l'attaquant dessus, hein? Il peut le faire sortir du terrain, ouais. C'est une bonne remarque. Il peut le faire sortir du terrain, ouais, et faire une faute. L'autre type de faute que le défenseur peut faire à l'attaquant, je suis persuadé que vous ne le savez pas. Qu'est-ce qu'il peut faire comme faute le défenseur à l'attaquant? Quand moi j'arrive en dribblant ici et que je veux aller là, qu'est-ce qu'il peut me faire comme faute? Non, non, comme faute de moi, pas de lui. Hop, passage en force. Donc l'exercice il sert à apprendre à voler le ballon ou bien à faire passage en force. Il ne sert pas à apprendre à attraper. Parce que si j'attrape dans l'exercice, j'ai fait une faute et l'attaquant il recommence. J'ai pas gagné. Pour gagner, il faut que je lui pique le ballon ou je lui fasse faire passage en force, marcher, reprise de dribble, etc. D'accord? Passage en force. Pour faire passage en force, il faut que je lui ferme le couloir pour qu'il passe ici. Dans celui-là ou dans celui-là. C'est pour ça que c'est dur, hein? C'est dur pour les défenseurs parce qu'il y a deux portes. Ça marche? Alors, pour rendre le truc un peu plus rigolo, tous les exercices, on va les arbitrer. Donc, il y aura un défenseur, un arbitre, de faire des passes en lobe. D'accord? Tout le monde sait ce que c'est une passe en lobe? Ouais, tout le monde? Ok, eh bien, interdit. On n'a plus le droit de faire de passe en lobe. D'accord? On ne fait plus de passe en lobe. Donc, après, bah, on voit quel type de passe on peut utiliser. Et juste un petit truc, les gars. Combien il y a de portes là, qu'on soit bien d'accord? Ouais, 5. D'accord? 5. D'accord? Montrez-les. Enfin, il y en a une là, une là, une là, une là, une là. D'accord? Ah, il y en a un peu partout. Et deuxième truc, je ne vous ai pas interdit de commencer le jeu en dribblant. Je ne vous ai pas dit qu'on était obligé de faire une passe pour commencer. Qu'est-ce qu'il peut faire, lui, s'il veut aller surprendre tout le monde? Au début du jeu, qu'est-ce qu'il peut faire? Vas-y. Il va fixer. Wow. Explique-moi ce que c'est, parce que moi je sais pas ce que c'est. Bien, 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 explique-moi ce que c'est que fixer. Fixer, il prend quoi? Il prend un marteau, un clou, il fixe. Ouais. Pour. Ouais. Et ça va. Et il va aller où alors? S'il veut s'avancer pour aller tirer, il va aller où là? Non, pas dans l'exercice, il va aller où? Il va aller dans une porte, il va s'avancer, aller dans une porte pour aller tirer. Et du coup, il va y avoir quoi chez... Il espère qu'il va se passer quoi s'il fait ça? Ok. Donc ça, c'est un truc qui est vachement important, c'est que quand on apprend à des gamins ce que c'est que fixer, il faut, la première chose, c'est leur apprendre à quoi ça sert. Il ne faut pas leur apprendre la forme motrice. Il a mis un quart d'heure à me dire que la fixation, ça sert à faire venir du monde du défenseur. Fixer, ça a pour effet de faire venir un défenseur. Et quand je vais fixer, je ne dois pas me concentrer sur la forme motrice de ma fixation, mais je dois me concentrer sur ce que je fais pour faire venir le défenseur. Donc quand moi, entraîneur, je mets un exercice pour apprendre à fixer, je mets un exercice comme ça, plutôt que des conneries de type comme ça, je donne la balle, comme ça, je donne la balle, comme ça, je donne la balle. Parce que ça, je suis désolé, c'est des conneries. Quand on fait ça, on n'apprend pas aux gens à fixer, en créant l'effet, je fais venir le défenseur. Et après, vous vous battez avec des adultes à 6 contre 5, parce qu'il n'y en a pas un qui fixe. Et les mecs, ils viennent vous dire qu'en 6 contre 5, il est pourri. Mais non, c'est toi qui es pourri, tu ne fixes pas. Donc le truc, c'est que quand on apprend quelque chose à un gamin, on lui apprend à quoi ça sert. Et derrière, on intervient sur sa motricité. Pour fixer, il va falloir qu'il ait une course, qu'à la fin de cette course-là, il soit ancré et dangereux. Ancré et dangereux. Constantini disait menaçant, menaçant, menaçant. Fixer, c'est menaçant. D'accord? Quand on travaille la fixation, on travaille à quoi ça sert. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, très bien. Donc, il faut fixer.
Mais il faut que ça serve à quelque chose. Parce que si je viens là, et puis qu'il n'y a personne qui vient, je m'arrête et je fixe. D'accord, très bien. Ok, on va voir. Ok, on est prêts? Les défenseurs, c'était bien là. C'était bien. Donc ça veut dire que le premier d'entre vous, il n'est pas obligé de faire une passe. Hein. On est d'accord? Ben, tu fais comme tu veux. On est prêts? Allez, on y va, c'est parti. C'est parti. Hop, ça dépend. Pas le droit de tomber, hein, pas le droit de tomber. Alors, elles sont les portes, elles sont les portes, elles sont. Ok, on s'en moque des 3 secondes, on s'en moque des 3 secondes pour l'instant. Ok, on y va. D'accord, d'accord, ouais, c'est pas trop mal joué. Ok, alors, il y a une porte là, personne n'y va. Il y a une porte là-bas, personne n'y va. Comment on contourne la défense collectivement? D'accord? On apprend aussi sur ce truc-là à mettre en évidence là, ce que dans les livres et dans les trucs ils appellent l'espace de jeu effectif. Alors c'est encore un gros mot, c'est on joue, là on est comme ça et il faut qu'on joue comme ça. D'accord? Okay. Mais moi ce qui m'intéresse plus là-dedans c'est les comportements individuels pour jouer. On y va, c'est parti, suivant. Allez. Ok. Alors ok, c'est perdu. Et j'ai entendu un truc, j'ai entendu écarte, écarte, écarte. Dans le public là. Ouais. Moi j'écarte. Hein. Écarte, écarte, écarte. Je peux pas plus, je suis désolé. C'est pareil là. Écarte, prends des informations, dribble, non, pas. On va répéter et on va dire voilà. Pourquoi les attaquants vous n'y arrivez pas là? Mais vous n'y arrivez pas, il y a eu un tir. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Répondez. Qu'est-ce qui manque? Tu sais pas. Alors, on écarte le jeu, mais... Écarte, écarte, écarte. Alors moi, je préfère Lucky Luke et les Indiens. Lucky Luke et les Indiens, ils encerclent la caravane, là. Et bien nous, on va encercler la défense. D'accord? Collectivement, on va s'organiser pour encercler la défense. On va pas écarter. Parce que moi, écarter, quand on me dit écarte, je suis joueur de handball, je fais ça. D'accord? On va encercler la défense. Et si la défense, elle est là, viens voir ici. Si la défense, elle est là, où est-ce qu'on va chercher à amener le ballon? Où est-ce qu'on va chercher à amener le ballon si la défense, elle est là? La porte là-bas. La porte là-bas. Ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait des mecs là-bas. Et ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait des passes qui aillent là-bas. D'accord? On essaye? Vous êtes prêts? Les défenseurs, c'est bien, on continue, vous gagnez à chaque fois, je vous laisse. Hein. Vous êtes super fort, vous restez en défense. C'est bien de défendre. En Lorraine, il faut défendre. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez. Ah. Ok. Ok. Si la porte est fermée, on ne peut pas y aller. Ok, bien joué. D'accord. D'accord. Ça, c'est une passe au pivot. D'accord? C'est une passe au pivot. D'accord? Il y a un espace, de fixation sur le côté, un espace central qui s'ouvre, on donne la balle au pivot. On est prêts? Vous allez défendre encore un petit peu, et puis on changera. D'accord? Vous êtes prêts? C'est parti. Ah, si la porte elle est fermée, on ne peut pas y aller, hein, je vous répète. Hein. C'est pas... Alors, venez voir là, venez voir là. Stop. Combien vous étiez là, autour de cette porte? Dites-moi un chiffre. 1, 2, 3, et puis il y avait combien de défenseurs? 3, c'était bien fixé, vous avez bien fixé là. Et du coup, quand on a bien fixé là, il faut aller jouer où? Eh ouais, il faut aller jouer là-bas. Donc quand on a bien fixé là, hop, lui il était presque prêt à aller jouer là-bas. D'accord? Ok, quand on fixe ça, hop, on joue là-bas. Ça marche? Tiens, il y en a 3 qui enlèvent les maillots, vous allez remettre vos maillots blancs. Vas-y, enlève, enlève et enlève, et vous allez défendre. Puis ils vont se mettre avec toi. Ok? On réessaye de fixer, d'amener la balle dans un coin, dans un endroit, et d'amener les défenseurs dans cet endroit-là. Et après, hop, on joue de l'autre côté. Les défenseurs sur le point de pénalty, sur le point de pénalty. Voilà, bien, mettez-vous sur le point de pénalty. Le point de pénalty, il est là. Voilà, ok. Un pied sur le point de pénalty, ça c'est pour partir tous en même temps. Voilà. Et dès que le ballon bouge, vous partez. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez, c'est parti, c'est parti. Eh ouais. Et qu'est-ce que tu fais comme erreur? Alors, bon, la passe en lobe. Mais en fait, tu fais la passe à quelqu'un qui ne te regarde pas. Pour faire la passe,
Moi, je suis pas sûr qu'il te regardait qu'il était prêt à avoir le ballon. Tu vois? Donc si tu vois qu'il n'est pas prêt à avoir le ballon, bah vaut mieux donner la passe ailleurs. Ok? Et la deuxième truc, c'est que... Donne-moi le ballon. Donne-moi le ballon. Je vais un peu plus vite que la normale. Hein. Le truc, c'est que si tu commences l'exercice en dribblant tout doucement, bah, qu'est-ce que les défenseurs ils vont faire? Ouais, ils vont pouvoir venir sur toi tranquillement et ça va être... Peut-être qu'il y a une autre façon de commencer l'exercice en dribblant si vous voulez dribbler. Pourquoi il n'y en a pas un qui prend la balle en dribblant puis qui se barre d'un côté là? On va voir ce que ça donne. On va voir. Attends, je t'ai dit. Peut-être que celui qui commence le ballon, ça nous donne des petits défis. Le plus vite possible et le plus loin possible. On vient de faire une tactique, on va voir si ça marche. Allez, hop, derrière. On essaye? Vous essayez? Tiens, je fais ça. Attends. Vous êtes prêts les défenseurs? On a fait une tactique, on va voir si ça marche. Prêts? Top. Bah, apparemment ça marche pas. Allez, parti. Encore, on peut refaire la même tactique. Encore. Ah, ça m'intéresse. D'accord, bien joué. D'accord, bien joué, passez là. Ok, alors. T'as pas fait ce que t'as dit, t'as pas fait ce qu'on a dit. T'as fait un truc sur deux de ce qu'on a dit, c'est que t'as commencé à dribbler vite. Mais du coup, on avait dit, on dribble vite et on va où? Bah, pourquoi on va sur les côtés? Parce que c'est pareil, il va sur les côtés. Et, si les défenseurs ils sont sur les côtés, on va sur les côtés? Ouais, on va ensemble. Donc, on va pas sur les côtés, on va là où il n'y a pas de défenseur. Donc on va faire la même chose. On va faire une deuxième tactique. Bravo, ça marche. Ouais, parti. Ouais, ça marche. Ok, très bien. D'accord, ok. Groupe suivant, c'est bon, vous avez vu, ça marche. Vous avez vu ce qu'il vient de faire, ça marche. Vous avez vu ce qu'il a fait, les défenseurs? Ok, on est prêt? T'as vu ce qu'il a fait, ça marche. Prêt, parti. Ça va être tout compliqué. Ouais, là, ça marche aussi, c'est bon, t'as gagné, tu peux aller tirer. Va tirer, c'est pas grave. Va tirer. Le groupe suivant, il se met en place. Vous êtes prêts? Alors, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Viens voir ton prénom, viens voir. Comment tu t'appelles? Joseph, il a fait quoi, Joseph? Ouais, il a tourné doucement, c'est ça? Ça, d'accord, il n'y avait pas de défenseur. Et il a été sourire. Alors, il n'y a pas de faire ça. Pas un autre. Prêt, les défenseurs? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ok, gagné. Ok. D'accord. Hop, qu'est-ce qui se passe maintenant? D'accord, ok, c'est gagné. Très bien. Parfait, c'est gagné, il est passé dans la porte. Ok, très bien. S'il passe dans la porte, vous laissez jouer. Ok. C'est bien, la passe, elle était bonne. La passe, elle était bonne. Tiens, ça, c'est un lob. D'accord? Là, la passe, elle n'était pas lobée. On essaye? Alors, nous, on a trouvé une tactique. À vous d'en trouver une autre. Hein. Parce que, attention, on est très performants. Vous êtes prêts? Parti. Ah ouais, bien joué. Non, on n'a plus le droit de défendre, il est passé dans la porte. Donc, tu peux aller tirer, bonhomme. Tu peux aller tirer. Ok, allez, groupe suivant. Vincent, faut que j'arrête avec tout à l'heure. Ok, c'est gagné, il est passé dans la porte. D'accord. Attends, ils sont pas tout partout. Alors, on fait encore un passage par groupe de 4, d'accord hein et on voit ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font en attaque? Qu'est-ce qu'ils font en attaque qu'ils ne faisaient pas avant? Alors, ils vont dans les portes, ça c'est une bonne remarque.
Et ils y vont comment? En dribble et en marchant? Ouais. Alors, je vais gagner du temps, mais notre tactique en attaque, c'est de dire on va très vite dans une porte, mais assez loin des défenseurs, en dribblant. D'accord? Et après, on voit ce que font les défenseurs, si les défenseurs viennent sur nous ou pas. Ok? D'accord? Donc vous, par rapport à ça, qu'est-ce que vous allez faire comme tactique pour nous contrer? Essayez de trouver une tactique pour nous contrer. Discutez entre vous. Discutez entre vous, vous avez 10 secondes. Discutez entre vous, trouvez une tactique. Ils cherchent une tactique pour nous contrer. D'accord? Et on va voir. On va voir. Ouais. Ouais, bah, le gardien, il a le droit. Le gardien, il a le droit de participer à la défense. Il doit participer à la défense, le gardien. D'accord. Ça y est, ça marche? Vous avez une tactique? Nous, on garde la même, on est super fort. Vous êtes prêts? Parti. Ok, ça m'intéresse. D'accord, bien joué, t'as gagné. T'as gagné, t'as le droit de tirer. Ah oui, oui, tu peux. Allez, groupe suivant, c'est bon, c'est gagné. Remettez-vous en place, on fait un passage encore par contre. Alors, du coup... Allez, un passage encore, ou deux passages, et on accélère. C'est bon, vous êtes prêts? Les quatre là? Hop, les défenseurs. Ça y est? Parti. Ah, porte fermée. Ok, ok, intéressant. D'accord, d'accord, d'accord. Hop, balle perdue. Activité à l'opposé du ballon. Donc la tactique, c'est il y en a un qui ferme la porte, qui regarde très vite où je peux fermer la porte, et les deux autres derrière, ils gèrent les surnoms. Défense de zone. D'accord? On est prêt? Encore, c'était bien là, c'était bien, il a perdu la balle. Il a fait une mauvaise passe, il a perdu la balle. Prêt? Hop, on y va. Ah, il va tout droit lui. Ok, ouais, ça c'est intéressant aussi. Ah, la porte elle est fermée. D'accord, même chose. Ok, ok, il n'y a pas de 3 secondes, mais on peut jouer, d'accord? Ok, encore. Okay. D'accord? Il faut plutôt que faire la grande passe, faut faire la petite passe peut-être? D'accord. Ok, d'accord, bien joué. D'accord, c'est pas mal, parce que c'est dur de défendre sur cet exercice. Vous êtes un de moins, il y a 4 portes et ils sont 4. Vous les avez fait attaquer longtemps, c'est déjà bien. C'est bien. Parce que plus ils s'attaquent longtemps, plus ils risquent de perdre le ballon. D'accord? On fait un dernier passage et on changera d'exercice. Vous êtes prêts les 4 là? Et les 3 défenseurs, vous avez votre tactique? Prêt? Parti. Hop là, la porte est fermée. Là, la porte est fermée. Tu peux pas, la porte est fermée, il y a passage en force. D'accord? Alors on rejoue. Hop, c'est bien défendu au milieu. D'accord, la porte est fermée là-bas. Ok. D'accord, là c'est intéressant, hein. Porte est fermée, d'accord, très bien. D'accord. Dommage. Encore, je. Ah ouais. Ok, d'accord. Ça marche. Alors, on va s'arrêter là-dessus. On pourra rediscuter de ce que vous avez vu dans l'exercice. On va... alors, assez rapidement, le troisième axe que j'avais mis tout à l'heure dans le petit document, ça concernait le tir. Donc là, on a vu les déplacements défensifs, on a vu le dribble, les passes. Sur les passes, il y a des choses à dire. Et là, on va essayer de parler un peu du tir. Arrêtez de voir les ballons, arrêtez de voir les ballons. On a 2 petites secondes, j'explique le truc et après on fait un exercice pour les tireurs. D'accord? Vous allez tirer. Et donc dans cet exercice-là, on va plutôt essayer de considérer l'activité du tireur comme un duel avec le gardien de but, plutôt qu'une activité motrice ou technique de tir. D'accord? Et il y aurait éventuellement des choses à dire sur, dans cet exercice sur la notion de vanne de tir. Donc, je vais mettre en place l'exercice, ça va me prendre 2 minutes, et après on le fait passer et on réfléchit. Tu restes gardien? Super. Ah non, c'est bon.
Ah bah non, il va falloir plusieurs gardiens. En bas, alors viens voir là. Il va me falloir 4 gardiens de but. 4 gardiens de but. 4 gardiens. 3 avec lui, 3 avec lui. Alors je veux un gardien sur le flot bleu, un blanc, un bleu, un blanc. Les autres, alors on va le faire comme ça, on va simplifier un peu, parce qu'on n'a pas trop le temps. Les autres, vous allez prendre un ballon chacun. Et vous allez vous mettre avec votre ballon. Vous allez vous mettre ici avec votre ballon. Et vous allez pas. Alors, normalement, ce que j'avais prévu, c'était pas de colonne. Parce que moi, il y a un truc qui me hérisse le poil, c'est les colonnes avec les joueurs. J'avais prévu un fonctionnement avec du passe et va et ça enchaîne tout le temps. Si vous voulez, on pourra en parler. L'idée, c'est que le gamin il ait le moins de temps d'attente possible. D'accord? Et là, simplement, le truc, c'est que le temps que je mette en place ce fonctionnement, qu'il l'intègre, qu'il le comprenne, on aura fini. Donc, on va le faire avec la colonne, mais l'idée générale, avec les petits, c'est qu'il y ait le moins de temps d'attente possible. Donc, on essaye plutôt de faire des passes et va avec 2 colonnes, un passeur, ça vient sur l'autre colonne, ça croise, etc. Plutôt que de faire des trucs comme ça. Mais, encore une fois, je suis désolé, mais je manque un peu. Passer ceci, l'exercice, il va servir, s'il vous plaît. L'exercice, il va servir à mettre le tireur dans un choix par rapport au tir qui va être de prendre de vitesse le gardien, parce que le gardien, il a ouvert certaines parties de la cible ou qu'il y a certaines parties du but auxquelles je peux accéder en prenant de vitesse, ou alors de faire croire au gardien que je vais l'envoyer d'un côté en le prenant de vitesse et mettre la balle de l'autre côté. D'accord? Donc l'idée, c'est de rentrer dans « je suis tireur » et je ne suis pas dans une activité où je vais essayer de tirer le plus fort possible dans un coin du but. Je vais plutôt prendre en compte ce que fait le gardien de but pour ou tirer vite là où il n'y a pas de gardien, ou lui faire croire que je vais tirer vite là et mettre la balle de l'autre côté. Ça, c'est une problématique. Moi, j'ai 8 joueurs sur la base arrière, 4 mecs qui viennent de Starling. Il n'y en a pas un sur le tir de loin à 9 mètres qui est capable de faire croire au gardien qu'il va mettre la balle là et qu'il la met de l'autre côté. Ou quand il fait ça, c'est tellement décodable par le gardien que le gardien il le baisse. En gros, j'ai pas un seul tireur qui est capable de faire des feintes de tir de loin. Je vous parle pas des ailiers et des pivots qui eux sont un peu plus habitués à ça. Par contre, sur la base arrière, j'ai pas un tireur et pour l'instant, moi j'en vois rarement des tireurs à part à très très haut niveau qui sont capables d'être vraiment dans des feintes de tir sur la base arrière efficace. Donc on va regarder ce que ça donne là à travers cet exercice. Alors, ici les gardiens de but. Alors, il faut bien écouter. Hein. Toi, tu es le numéro 1. À côté, tu es le numéro 4. Toi, tu es le numéro 2. Et à côté, tu es le numéro 3. D'accord? Quand ils vont commencer à dribbler, je vais appeler un numéro de gardien. D'accord? Et ce gardien-là, il va lâcher son flot et il va venir le plus vite possible se mettre dans le but. Vous avez le droit de tirer quand vous rentrez dans ce truc-là. D'accord? Avant, vous ne pouvez pas tirer. Dès que vous rentrez là, vous pouvez tirer. Ça marche? Alors, 1, je t'ai dit quoi comme numéro? 4. Alors, t'es bien sur le flot bleu, hein? Faut pas tricher. T'es bien sur le flot bleu, hein? Faut pas tricher, hein? D'accord? Ok? Ok. Dès que je dis le numéro, hop, le gardien il rentre. T'es prêt, grand? T'es prêt? Ouais, quand tu rentres dans le... Non, quand tu rentres dans le... Tu vois l'espèce de carré là, tu fais ta droite tir. D'accord? Où tu veux pour marquer. Ok? Vous êtes prêts? Vas-y, tu peux dribbler. 1. C'est bien, on avance. Donc il fait quoi?
Il fait quoi? On va voir, on va voir. Vous êtes prêts? T'es prêt? T'es prêt, Gant? Tu peux dribbler. 3. Il fait quoi? Le problème du duel tireur-gardien, c'est que dans notre vie d'être humain, on a toujours appris à lancer. Je vais lancer un sifflet. T'es prêt? On a toujours appris à lancer des choses sur des cibles qui existent. Pardon, c'est moi. J'apprends à lancer sur quelque chose qui existe. Ici, il faut que j'apprenne à lancer sur quelque chose qui n'existe pas. C'est vachement difficile. On lance des cailloux sur la police, on lance, vous voyez ce que je veux dire? On lance des choses sur des choses qui existent. On a des cibles matérielles pour viser. Et là, il faut qu'ils visent une cible immatérielle. Ça, c'est la difficulté. T'es prêt? Prêt? Les gardiens, vous êtes prêts? C'est bien d'arrêter le ballon. Vas-y, Trick. 3. Ah, il y en a un qui dort. Pas grave. Prêt? Vas-y. 2. D'accord, ok, ça marche. On y va. Prêt? 4. D'accord, d'accord. Je tire loin, là où il n'y a pas le gardien. Je rappelle que ce que j'essaye de trouver comme alternative, c'est le gardien se déplace, il va ouvrir des parties du but, j'ai le choix entre tirer vite et précis. Dans la grande lumière, encore une fois, Costantini, grande lumière, petite lumière. Dans la grande lumière, où je lui fais croire que je mets la balle dans la grande lumière, et hop, je la jette dans la petite lumière. Ce qu'il a fait le petit blond là, Joseph, au début. D'accord? Pour moi, il est à peu près rentré là-dedans. C'est-à-dire qu'il a compris que le gardien, il était en train de faire ça, et que si je mettais la balle de l'autre côté, je le prenais à contre-pied. Mais au handball, on dit à contre-main. On est prêt? C'est parti. 3. Ok, très bien, d'accord. T'as vu où il a tiré? T'as vu ce qu'il cherchait? T'as vu? Il a tiré où? Ouais, pourquoi à ton avis il a tiré là? Ouais, ok, parce que t'étais un petit peu en retard. Ok, très bien, on y va. Prêt? 2. Ah, c'est qui 2? D'accord, c'est pas grave. Vous voulez qu'on rappelle les numéros? On vous rappelle les numéros? C'est qui le 1? C'est toi. C'est qui le 2? C'est toi? C'est tout 3? Et c'est qui le 4? Vous êtes prêts? Attends. T'as pas un autre ballon que ça? Tu veux pas prendre un autre ballon? Tu veux pas lui prêter ton ballon puis tu le rends après? Parce que regarde, il est trop gros, son ballon il peut pas tirer. Allez, vas-y, c'est parti. 4. Ah, je t'ai pas aidé là. Allez, faut tirer. C'est pas grave, tire quand même, ballon. Tire quand même. Tire quand même. D'accord, et c'est bien tiré, hein. Pas de problème. On est prêt? Le suivant, tu lui redonnes le ballon? Le numéro 3. Ok, ah c'est mieux le gardien, c'est mieux. L'autre truc c'est tout ce qui est déplacement préparatoire au tir, ça doit me permettre de regarder le gardien de but. C'est-à-dire qu'il faut que j'apprenne à dribbler en regardant le gardien. Mais ça je peux pas l'apprendre en faisant des dribbles comme ça et en regardant comme ça. Il faut que je passe dans cet exercice pour le faire parce que il faut que mon apprentissage il soit contextualisé. Il faut qu'il soit mis en rapport avec un duel. Il ne faut pas croire qu'en faisant ça, je vais être meilleur pour regarder le gardien, c'est faux. Il faut passer dans la situation et demander au gamin de dribbler en regardant le gardien. Vous comprenez? Il faut qu'il comprenne à quoi ça sert de lui demander de lever la tête quand il dribble. Sinon, ça ne sert à rien de lui apprendre ça. On est prêt? On en fait encore quelques-uns? Vas-y. Le 1. Ok, d'accord. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Un coup de but. Ouais, alors pourquoi il a voulu faire un coup de but? C'est quoi un coup de but? Ah, ça rentre, d'accord. Et pourquoi il a voulu viser cette photo-là? Ouais, parce que le gardien, et donc la partie du but qui était ouverte, c'était quoi? C'était celle-là. Il aurait pu faire quoi d'autre que le photo but? Ouais, on peut faire une fin. Une fin de quoi? Ouais, une fin de tir. Alors, c'est comment vous faites une fin de tir? Vous vous débrouillez pour faire en sorte que le gardien croit que vous allez tirer dans un coin et vous mettez la balle dans l'autre. D'accord? On va essayer de faire ça.
Et après, on discutera 2 secondes de la femme de tir. Parce que ça, c'est pas une femme de tir. D'accord? Ça marche? On va essayer de faire des femmes de tir, on va finir là-dessus. Vous allez essayer de faire des femmes de tir. Vous êtes prêts? On ne le dit pas aux gardiens. On l'a dit, mais ils n'ont pas entendu. C'est pas grave. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Le 2. Il y a but, il y a but, il y a but, c'est le principal. Il y a but, le principal c'est les 3 points, comme disait mon président. Prêt? On y va. Le 4. Vas-y. Ouais, bien, il a bien tiré. Le 2. Ah. Ok, encore. Attends, je suis pas prêt. C'est prêt? Le 2, t'es pas sur le flot. Vas-y. Le 1. D'accord. On est bien d'accord qu'il y a des moments où il faut faire des feintes de tir, il y a des moments où il ne faut pas les faire. Parce que quand le gardien il met 3 heures à venir dans le but, je ne vais pas m'embêter à faire une feinte de tir. D'accord? Donc l'exercice il sert à comprendre quand est-ce que je fais une feinte de tir, quand est-ce que je ne fais pas de feinte de tir. Et si je fais une feinte de tir, comment je la fais? D'accord? 3 passages, on va jusqu'à 3. Prêt? J'allais dire le 5. Hein. Okay. J'allais dire le 5. C'était juste pour détendre l'atmosphère. On y va? Allez, c'est parti. Le 3. D'accord. Clairement, là, il n'y a pas besoin de faire de feinte de tir. Il faut juste mettre le ballon fort et précis là où il n'y a pas de gardien. On y va? C'est bien tiré, Joseph, pas de problème. On y va avant. Le 2. D'accord, ok. Bien, parce que là, il y a une organisation motrice. C'est du tir à l'angle, ça. C'est une forme de tir qui est très efficace à très haut niveau. Et c'est une forme de tir qui, dans nos séances -11, on a tendance à les bannir. On a tendance à dire aux joueurs, il faut que tu mettes ton pied gauche devant. C'est impératif. Mets ton pied gauche devant, tout le temps. Alors que la forme de tir à l'angle me permet de m'organiser rapidement et de tirer vite pour surprendre le gardien. Et paradoxalement, quand à très haut niveau, on voit des joueurs faire ça, on est à genoux. Et on dit, putain, il est super fort. Et dans nos séances -11, on interdit ça aux gamins. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Donc la forme de tir à l'angle, c'est une forme de tir qui est efficace. Et il faut la travailler, il faut la mettre en évidence. Donc c'était très bien tiré. Très bien tiré. Même si tu as mis le pied droit devant, tu as le droit de le mettre devant. Tu ne vas pas te faire engueuler par ton entraîneur. On y va. On y va. Le 3. Ok, d'accord. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, ok. Venez voir là. Venez voir là. Ouais, bah le truc c'est qu'un coup elle est mal placée et tout, donc, puis quand il part en fait tu le vois pas, mais il montre plein de choses. Juste remercier les gamins qui ont été suffisamment patients. On vous enverra les vidéos. Souvent ils font un lien et ils ont été assez patients, hein. Moi je leur expliquais que la séance elle servait plutôt à montrer des choses qu'à faire une vraie séance de handball. Donc je les ai trouvés plutôt patients là-dessus. Juste dernière information avant de voir si vous avez des questions. Mais, cet exercice il sert à parler de la feinte de tir. La feinte de tir, quand on fait des feintes et qu'on apprend à faire des feintes, la première chose à apprendre, c'est que sa feinte elle soit reconnue et décodée par celui qu'on veut feinter. C'est-à-dire que si je veux, il n'est plus là mon cobaye, mais si je veux faire une feinte où je vais lui envoyer le ballon et que je fais ça,
personne va, elle la première, va pas pouvoir. Il faut que j'ai quelque chose qui soit suffisamment parlant pour que tout le monde comprenne que je veux faire quelque chose et au final je ne le fais pas. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on travaille des trucs du style induction, toutes ces choses-là, là. Vous voyez, toutes les courses sans ballon à la périphérie, etc. Et moi, quand je travaille ça, avec les mecs de la Pro League, une fois sur deux, j'ai des fins de passe qui sont comme ça. Le défenseur, il est mort de rire. Il part jamais sur la fin de passe. D'accord? Et j'ai des courses de fixation qui sont pas assez parlantes pour être comprises par les défenseurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, dans la fin de tir, c'est la même chose. Dans la fin de tir, c'est pareil. Si je veux tirer ici et montrer que je fixe là avec le ballon, eh ben, il faut que je fasse tout pour faire croire aux gardiens que. Et les gardiens en général, ils regardent les lignes des épaules. Donc il faut que j'oriente ma ligne d'épaule ici, que j'oriente mon regard, ma tête ici, et que au dernier moment, la dernière articulation qui donne le mouvement du ballon, elle aille dans l'autre direction. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, on travaille la fin de tir. Alors, un truc que je voulais faire, parce que là, il y avait de la motricité à travailler, en mettant deux cerceaux contre le mur. En fait, il va regarder le cerceau là, il va tout montrer là, et au dernier moment, il va faire ça. Donc là, on peut travailler ça avant de passer dans cet exercice-là. Pour comprendre que la fin de tir, la fin de passe, ces choses-là, c'est je donne une information très importante avec la totalité de mon corps et la dernière articulation donne le départ du ballon. Et là, le départ du ballon, il est donné de l'autre côté. Hein, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Et dans tous les cas, la notion de fin, il faut l'aborder dans l'apprentissage, parce que derrière, on la retrouve chez les grands, et c'est un facteur de performance. C'est un facteur de performance. Les meilleurs joueurs sont des joueurs qui feintent. Les meilleures équipes sont des équipes qui feintent, individuellement et collectivement. Si on sort les joueurs de cet apprentissage-là, on épure l'activité et l'apprentissage des joueurs d'un truc qui est fondamental. Et à la fin, c'est quelque chose qui doit être gros, grand, reconnaissable. Voilà, j'ai terminé sur le truc. Je suis désolé pour les colonnes et tout, c'est lamentable. Voilà. Si vous avez des questions ou pas. J'ai déjà deux questions avant. Après, vous manifesterez un grand bras pour qu'ils puissent vous identifier. La première question, c'est qu'elle se demande quels exercices pour travailler les différents dribbles évoqués. Moi je pense que le premier exercice avec les portes, si on anime en demandant aux attaquants de focaliser leurs attentions sur je vais d'un côté et je vais de l'autre, ça rentre dans le truc quoi. En fait ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas faire de parcours, il ne faut pas faire de slalom, il faut plutôt mettre des exercices où il y a un rapport de force, ça c'est clair, et où la notion de dribble elle est conditionnée à la présence du défenseur quoi. Alors si il y a un exercice que vous trouverez dans la littérature qui s'appelle l'engrenage. C'est un truc, moi j'ai vu ça passer une fois, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait c'est assez intéressant. On met des cerceaux partout, sur 10 mètres carrés, on met des défenseurs dans les cerceaux, d'accord? Et donc ça fait comme un espèce d'immense engrenage, d'accord? Vous me suivez? Et en fait l'attaquant, le joueur, il va essayer de traverser cet engrenage-là, d'accord? Sans se faire piquer la balle par les joueurs qui restent dans le cerceau et qui essayent de lui piquer la balle. Donc en fait, il va y avoir des manipulations de balles conditionnées par le contournement, conditionnées par je m'en vais complètement du truc, je joue au près, etc. Et donc des façons de faire rebondir le ballon et la main et de me déplacer qui sont plus propres et près de l'activité. Ça s'appelle l'engrenage. Je ne sais plus où j'ai vu ce truc-là. Ça devait être dans un des bouquins des 9-12, mais je ne sais plus. Donc on met plein de cerceaux et puis machin, avec les petits. Hein, avec les petits. L'autre là, le 2 contre 1, passer la porte, il est intéressant aussi là-dessus. Hein, sur toutes les... Parce qu'il y en a qui le font, hein, il y en a qui changeaient de main en dribblant, etc. Mais encore une fois, c'était conditionné à un rapport de force. Et je pense qu'il faut toujours conditionner le travail technique à un rapport de force. C'est-à-dire qu'il faut mettre le gamin dans la situation où il va comprendre à quoi ça lui sert de changer de main. S'il comprend à quoi ça lui sert de changer de main, il sera plus à même de le faire quand la situation se présentera. Plutôt que s'il a appris à juste changer de main. En GRS, on apprend à changer de main.
mais c'est de la GRS. J'ai rien contre la GRS. Mais c'est de la GRS, c'est pas du handball. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. La deuxième question, c'est l'attaquant doit emmener les défenseurs là où il veut pour créer de l'espace libre pour gagner le duel, ou changement de secteur, changement de rythme sur le déplacement. Les deux, mon général. Dans le deuxième exercice. Je ne sais pas quand elle est arrivée la question, mais c'était ce que... Si c'est dans le deuxième exercice, les deux. Et les deux. C'est-à-dire qu'on a essayé de montrer que la première tactique qu'ils ont trouvée, moi j'ai respecté leur truc. Hein. Ils ont dit on va en dribblant le plus vite possible dans une porte. Donc on joue sur le rythme. On joue sur... Ah, vous êtes supporter de Nancy, hein, vous avez vu tout bien que Marius a fait à Nancy dans les phases d'accession là. Hein. Marius, je l'ai cette année, c'est un mec qui est tout le temps dans la rupture, tout le temps dans le changement de rythme. Donc on l'utilise comme ça parce qu'il a cette capacité-là. Donc créer de la rupture en jouant sur le rythme, c'est intéressant. Et puis, pour trouver des espaces. Hein. Et puis, bah, il y a les organisations collectives qui viennent aussi se greffer là-dessus. L'encerclement, l'attaque d'une défense de zone. Attaquer une défense de zone, c'est sortir vite le ballon, puisqu'il y a surnombre côté ballon. Bah, on sort vite le ballon à l'opposé du surnombre. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, les gamins, à un certain moment. Donc il y a les deux. Il y a les deux à travailler et à mettre en commun. Il y avait les deux dans la situation. Encore une fois, c'est allé assez vite. Hein. Il aurait fallu rester longtemps sur les exercices. Et la dernière chose, enfin, l'autre chose que je veux vous dire, c'est qu'il ne faut jamais croire aux exercices potions magiques. Il ne faut jamais croire que vous prenez un gosse, un joueur, n'importe quel âge, vous le mettez dans l'exercice, vous le trempez dedans, il passe une fois, hop, il ressort, il est transformé. Putain, nickel. Si vous avez fait ça, c'est que le mec, il a fait un truc qu'il savait déjà faire avant. Et qu'au final, soit vous vouliez renforcer, et là c'est bien, mais si vous vouliez faire apprendre quelque chose de supplémentaire, bah non, ça ne marche pas comme ça. Il faut du temps, il faut des passages, il faut des questions, il faut de la stabilisation, il faut des petits ateliers moteurs à côté, etc. Il faut passer un temps considérable là-dessus pour que le changement il soit mis en place et durable et transférable. C'est-à-dire que si à un moment vous pétez les plombs et vous dites ça prend trop de temps, toi tu te mets là, toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ça, toi tu fais comme ça, c'est la conversation qu'on a eue avec Vincent au début, et ben oui, ça va aller plus vite. Mais le jour où vous n'êtes pas là, où vous n'avez pas la solution, ils font comment les joueurs? Ils font comment? Ils n'y arrivent pas. Donc l'idée, c'est l'autonomie du joueur, moi j'y crois énormément. Et le Bro, il y croit beaucoup. Quand on discute, il croit beaucoup. L'autonomie, c'est la capacité à demander de l'aide à bon escient. C'est pas pouvoir tout faire tout seul. C'est je me démerde pour faire le truc, j'y arrive pas, je vais demander à mon copain, à mon entraîneur, à mon machin. Capacité à demander de l'aide à bon escient. Et développer l'autonomie du joueur, c'est intéressant. C'est intéressant. Et rendre plus actif dans le truc. Parce que fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, Super Mario, bah, le jour où Super Mario il n'arrive pas, il dit, bah, on dit quoi au joueur? Bah, je suis désolé, je ne comprends pas, j'y arrive pas. On a perdu, donc voilà. Okay. Voilà. Donc, en plus des exercices, il y a une façon d'animer qui va avec... et qui est une façon d'animer qui peut être mise en place avec les adultes. Je ne dis pas que je fais que ça avec la Pro League, parce que sinon les mecs ils se regardent comme ça. Mais à certains moments, avec le staff, on a choisi à certains moments de la semaine d'avoir des séances où on est plus sur une recherche de solutions par les joueurs. Et puis des séances où nous, on cadre beaucoup plus le truc. Alors, encore une fois, on a la chance d'avoir un volume horaire de pratique qui s'y prête. Maintenant, quand on entraîne des moins de 11 à 2 heures par semaine, ou 2 fois 1h30, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe son temps à faire du cirque, du jonglage et de la motricité? Ou est-ce qu'on se dit, bah, je vais essayer de réfléchir à comment je gère le lien activité tactique, activité technique, activité tactique, activité motrice. Et on rentre dans des exercices peut-être qui sont de ce type-là. Voilà, je vous remercie. S'il n'y a pas de questions supplémentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, la question, c'était par rapport au niveau de chaque joueur.
En moins de 11, on peut avoir quelqu'un qui ne sait pas dribbler du tout et quelqu'un qui sait déjà dribbler, changer de rythme. Donc par rapport à l'exercice, moi pour remettre ça en relation au niveau des entraînements, je me dis, bah, à un moment c'est difficile, quoi. Il y a au moins 15-20% qui ne vont pas réussir du tout. Et puis le reste, ça sera pas mal, quoi. Donc je trouve que l'exercice il est pas mal, mais un peu compliqué pour tous les nouveaux qu'ils pourraient avoir. Donc comment on pourrait juste le faire évoluer? J'ai une petite idée, mais du coup comment le faire évoluer pour que ça fonctionne chez tout le monde et tout le monde prenne du plaisir et pas trop d'échecs, quoi. Bien sûr. Alors, je vais prendre l'exemple du premier exercice, je pense que c'est celui-là dont tu parles. Évidemment, ta question elle est bonne, elle est juste. Si le gamin n'arrive pas à dribbler, on fait quoi? Les adaptations, je vous les donne, elles sont... on peut autoriser un certain nombre de reprises de dribble. En fait, ce qu'il faut, c'est jouer sur le règlement et l'aménagement du milieu pour que le gosse, la finalité de l'exercice reste. C'est-à-dire que le défenseur, il va essayer de voler dans le dribble et de faire passage en force. Il va essayer de faire les deux. Et l'attaquant, il va essayer de se déplacer avec l'engin en dribblant pour passer dans une des portes. Donc, à partir de là, tu peux autoriser à certains gamins d'avoir dans l'activité une ou deux reprises de dribble avant que ça soit terminé. Tu peux également, moi je le faisais aussi avant, mettre un passeur sur le côté pour que quand le gamin est en difficulté, il donne la balle au passeur, ça fait replacer le défenseur un peu loin de là où était l'attaquant et on rejoue là-dessus. En fait, on peut réfléchir à plein de formes d'aménagement pour que le biais du dribble, alors, il doit rester le dribble. Il faut que le ballon passe portée, mais que le déplacement en dribble ne soit pas une charge trop importante pour le mec qui a à le faire. Donc, autoriser les reprises de dribble. Alors, il ne faut surtout pas mettre les défenseurs les mains dans le dos, par exemple, parce que là, tu enlèves la possibilité de voler dans le dribble. Parce que moi, je pense que même s'il ne sait pas dribbler, il doit pouvoir faire ça, même pas beaucoup, avec quelqu'un qui essaye de faire ça. Parce que le dribble du handball, il s'apprend comme ça. Il s'apprend en faisant ça avec un mec qui essaye en même temps de te l'appliquer, et du coup, ça conditionne ta motricité. Et ta motricité, tu dois l'apprendre comme ça, mon dribble. C'est-à-dire que tu n'apprends pas le dribble en faisant comme ça. Ça ne résoudra pas son problème. D'accord? Apprendre le dribble en faisant comme ça ne résoudra pas le problème du mec qui, dans le jeu de handball, quand je dribble, il y en a toujours un qui essaie de me faire ça. Alors vous me direz, à haut niveau de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de joueurs qui essayent de piquer les ballons dans le dribble, et je trouve que c'est bien dommage. Si on pouvait garder cette capacité à voler dans le dribble, Guigou et compagnie, tous ces mecs-là, à chaque fois qu'on les voit, ces gars-là, on dit putain, c'est des extraterrestres. Mais non, c'est pas des extraterrestres. On peut conserver cette intelligence de jeu dans notre volonté de former les gosses. Voler la balle dans le dribble, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. D'accord? Et du coup, bon, tu vois, je réponds à ta question en disant j'aménage les règles et j'aménage le milieu. Hein, je pense que c'est le truc classique. Quoi. Autoriser des reprises de dribble. J'ai entendu tout à l'heure, il y a des gens qui disaient mais il y a 3 secondes. Mais on s'en fout des 3 secondes. Si le gosse il a besoin de 5 secondes pour comprendre là où il doit envoyer le ballon et qu'on veut qu'il comprenne là où il doit envoyer le ballon, et bien les 5 secondes, on va lui laisser. Hein, on ne va pas lui siffler 3 secondes. Je veux dire, on est tous arbitres. Hein, et on doit tous comprendre qu'à un moment, on arbitre en fonction aussi des capacités du gosse. Alors, il ne faut pas lui laisser 3 heures. On est d'accord. Hein, faut voir avec lui, il faut discuter. Combien de... Mais si on voit qu'il est comme ça et qu'il cherche, on va le laisser chercher. D'accord? Parce que ça dépend aussi de ce que font les autres. Si les autres, il faut attendre que les autres se mettent en mouvement aussi. Voilà, bah, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais aménager le milieu, quoi. D'accord? Mais il ne faut pas dire, Quentin, tu vas te mettre sur le côté et pendant que les autres font l'exercice, tu vas dribbler comme ça. Il faut que toi, tu bidouilles ton exercice pour que l'exercice, il serve au gosse. Tu vois? Et non pas, je le sors et il fait du parcours de dribble. D'accord? Voilà. Voilà, c'est tout. Ok, ben, je vous remercie.